Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format, un format cinéma, puisqu'il s'agit du premier numéro du Ciné Dimanche. Ciné Dimanche. En référence bien sûr au Ciné Dimanche de notre enfance. Le Ciné Dimanche, d'ailleurs, se déroulera, j'ai envie de dire, où on pourra poser notre cul. Dans une voiture, dans sur une un banc, voiture, dans un sur café, un banc, 5 minutes avec toi. regarder les gens tant qu'il y en a. Ou voilà, sur le canapé, bref, vraiment où on pourra poser nos miches. En tout bien, tout honneur. Pour parler du film, alors d'un film récent ou d'un film passé, mais on reviendra comme ça sur un film. Et un film en rapport avec l'univers du comics, de la BD. Qui nous est cher. Voilà, comics, BD, manga. Voilà. Forcément, sinon il n'y a pas... Alors ici, il y aurait un intérêt, mais en l'occurrence, pas à être sur cette chaîne. Tout à fait. Donc un film que nous avons été voir donc en VO à Amiens. On en sort tout juste. Avant de commencer, on peut le dire, chef-d'œuvre. Ah bah, je pense que oui. Je pense que là on peut dire chef-d'œuvre. Je pense que oui. Là on peut dire. Alors film. Attends. Je pense qu'on peut dire il a été primé déjà à Venise. Ouais. Je pense qu'on peut prédire l'Oscar aux États-Unis et pour le film et pour Joaquin Phoenix. Et je suis pas loin de penser du meilleur réalisateur. Et du meilleur réalisateur. Alors que franchement, c'était pas gagné pour moi. Je me souviens plus ce qu'il a fait. Todd Phillips. Tu sais ce qu'il a fait? Ah vache, attends, mais du coup j'ai un trou. Tais-toi 2 minutes et je vais m'insérer dans la vidéo et je vous dirai ici. Ah oui, donc c'est à moi. Donc Joker, qui dure 2h02, réalisé par Todd Phillips, qui a réalisé notamment Very Bad Trip 1, 2, 3, War Dogs avec Jonah Hill et Starsky Hutch. Arrêtons-nous 2 secondes sur le casting, puisque comme on vous l'a dit, et vous le savez tous, il y a Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy qui jouait dans Six Feet Under et qui joue du coup la maman d'Arthur Fleck, et la ô combien fantastique Zazie Betts qu'on avait pu voir dans Deadpool 2 dans le rôle de Domino. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse avec les 2 blaireaux, bonne chronique. Voilà, normalement je vous ai dit ce qu'il en était de ce film. Je vous ai fait un petit résumé tranquillou bilou du casting de Todd Phillips surtout. Et puis de ce qu'il a fait Todd Phillips, parce que là ça m'échappe. Moi au niveau de la mise en scène, et j'y reviendrai après, c'est juste ouf. Je pense qu'on va faire une section avec spoiler et une section sans spoiler. Monsieur que vous venez de voir passer à l'instant, c'est celui qui nettoie le parking, on le salue s'il regarde cette vidéo. Définitivement, il y a quelqu'un un jour qui va se demander ce qu'on fout dans une bagnole. Je pense qu'ils se sont déjà demandé, les gens, mais ils osent pas demander. Là, dans un parking quand même. Là. Mais j'aimerais bien, je te jure que s'il y a quelqu'un qui tape, je lui demande s'il fait la vidéo avec. C'est ça. Donc, on va quand même finir par la faire, cette chronique sur le film. Donc, de quel film on parle? On va essayer de faire une section sans spoiler d'abord, et ensuite pour ceux qui l'ont pas vu, bien sûr. Voilà, et ensuite une section spoiler. Voilà, tout à fait. Tu fais le pitch, je fais le pitch. Le pitch, je pense qu'il est tout simple. Hein. C'est l'origin story. C'est l'origin story effectivement de Joker, qui ici dans ce film s'appelle Arthur Fleck. Et on voit la lente naissance du personnage qu'on connaît tous. Il a une trentaine d'années, on va dire, je pense. Il a 35 ans. Allez, ouais, c'est ça, 35. Ce Arthur Fleck a donc un handicap puisqu'il ne peut pas s'empêcher de rire. Et moi, j'avais trouvé ça très très intéressant, déjà d'entrée de jeu, que le Joker soit esclave de son rire. Moi, je pense que c'est d'autant plus... C'est plus qu'intéressant, je trouve que c'est hyper intelligent de la part de l'auteur du film d'avoir écrit en partie par Todd Phillips d'ailleurs. Écrit en partie par Todd Phillips, c'est pour ça que je dis ça. Mais il a pas, il a fait les Very Bad Trip. Il me semble bien. C'est lui, les VBT. Mais c'est ça, oui, il me semble. Mais oui, exact. Il est l'auteur et le réalisateur des Very Bad Trip. C'est un personnage qui est maltraité par la vie, on va le dire comme ça. Il a un emploi de clown. Il a un emploi de clown. Voilà. Il a un handicap dont on a parlé là, le handicap. On ne peut pas s'empêcher de rire. On sait très très vite qu'il a été interné en hôpital psychiatrique. Exactement. Qu'il en sort. Et qu'il est suivi par les services sociaux de la ville de Gotham et qu'il est sous médoc. Il prend une multitude de médicaments pour lui permettre de contenir son rire. Ses rires. Il s'occupe de sa maman. Il s'occupe de sa maman, chez qui il vit. Alors moi, et là je le dis tout de suite, et on en a parlé juste après la séance,
Moi, c'est déjà pour vous dire le niveau du bazar. Moi, c'est un film qui m'a fait penser tout le long à Taxi Driver. C'est pour ça qu'on parle de tension, effectivement, parce qu'on a une tension latente qui, jusqu'à, justement, tu parlais de la révélation que sa mère lui fait, où c'est l'élément déclencheur, et là, tout s'enchaîne. Alors, je pense que je vais d'ailleurs pas être le seul à faire, dans les vidéos que vous pourrez trouver sur YouTube, sur Taxi Driver, mais puis en plus, le fait que De Niro joue le présentateur télé. Il y a aussi cette référence à Taxi Driver, c'est aussi l'époque du film, l'époque de l'histoire. Complètement. C'est-à-dire qu'on est dans les années 70-80, dans l'histoire du film. D'ailleurs, moi je me suis fait la réflexion tout le long du film, j'ai l'impression de voir un film qui a 30 ou 40 ans. Quoi. Mais complètement. Mais c'est la qualité de la pellicule, de la photo, l'image, de la lumière, de la façon dont jouent les acteurs. Et puis même la typographie qui est choisie pour le générique de début et de fin. Ah mais de toute façon, on est totalement dans un film des années 70-80. Dès les premiers plans. Dès les premiers plans, c'est clair. Et le titre de générique, tu sens que t'es pas devant un film standard. C'est-à-dire que c'est tu sens que t'es devant un truc quand même. Je sais pas toi, mais elle est d'autant plus judicieuse la comparaison, la référence à Taxi Driver. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me disais quand je voyais les images et la bande-annonce du film, on s'attend pas du tout à ce qu'on voit dans le film. Et c'est d'autant plus génial, je trouve. Moi, c'est marrant. Dans quel sens tu dis ça dans le sens où la bande-annonce du film me faisait penser qu'on allait avoir affaire à un film de super vilain où ça allait péter de partout. Or, c'est pas le cas. Pas moi. Or, c'est pas le cas. On oublie très vite que c'est un film qui fait référence à un personnage d'ici. On oublie très vite que c'est le Joker qu'on a en face de nous. Moi, j'ai lu des critiques, de spectateurs américains qui ont été voir le film vendredi soir et qui disaient ouais, c'est quoi cet hymne à la violence et comment on dit, on est en train de faire une déification d'un personnage, l'apologie, voilà. On est en train de faire l'apologie de ce personnage qui est totalement maléfique. Et, en même temps, le personnage et ça. Ouais, sauf que moi, ce que je me disais, c'est qu'aux États-Unis, le film est interdit au moins de 17 ans, en Angleterre, au moins de 15 ans, en France, au moins de 12 ans. Donc ça veut dire que dès le départ, on s'attend à voir un film qui est violent. Non, mais il n'est pas violent dans le sens dans lequel je m'y attendais. Alors ce que je veux dire, moi ça par exemple, pour la faire très courte et très vite là-dessus, et je pense que tu seras d'accord avec moi, s'étonner de la violence d'un film concernant le Joker, c'est aussi débile que de dire, bon Dieu, il y a trop de sang et trop d'homosexualité dans Spartacus par exemple. C'est aussi débile. Non mais... j'aime bien la... C'est aussi débile de dire qu'il y a des vampires et donc du sexe dans Twilight. C'est ce que je te dis. Je veux dire, ça va ensemble. Hein. Dès qu'il y a des vampires, il y a du cul. Alors, je trouve qu'on peut, entre guillemets, dénoncer, ou en tout cas, dénoncer le fait qu'il y ait trop de violence. Mais en fait, s'en étonner, ça je comprends pas. Ce qu'on pourrait dans l'absolu dénoncer, je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pense que ce qu'on peut dénoncer, c'est que c'est la banalisation de la violence. C'est-à-dire qu'on est du côté du Joker quand même. C'est-à-dire que c'est lui qu'on suit. J'essaye de me mettre à la place de ce genre de personnes qui pourraient critiquer ce film dans ce sens-là. Je voudrais juste... C'est ça en fait, que je sais pas ce que je pense. Je connais pas l'histoire du film, mais pour le coup, et pour reprendre le parallèle que j'ai fait tout à l'heure, je suis très curieux de savoir ce qu'on a dit de Taxi Driver quand il est sorti. Parce que pour le coup, pour moi, c'est exactement la même chose. En termes de violence, en termes de la violence latente qui est lancinante et qui monte crescendo totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Où on banalise un peu la violence et le côté crade de la vie. Alors attends, moi je pense que le Taxi Driver, c'est quoi? C'est les débuts des années 70 ? De mémoire, il me semble quand même que Jodie Foster, c'est quand même une prostituée qui a 13 ans. Ouais, non, mais je sais, mais justement, il faut contextualiser. Oui, mais on est dans un monde. On est dans un monde. Alors après, il y avait la guerre du Vietnam quand Taxi Driver est sorti, où c'était après la guerre du Vietnam. Mais aujourd'hui, on est dans un monde mine de rien. Je défends pas ceux qui pensent que violence, machin. Non, moi j'ai juste c'est pas bien. Mais il faut pas s'en étonner. Mais je les défends pas ces gens-là qui disent qu'il faut pas qu'ils s'en étonnent. Mais c'est que je pense qu'on est dans un aujourd'hui, contextuellement. On est dans une société qui est ultra violente, mine de rien, et pas violente forcément seulement parce qu'elle est violente depuis toujours, la société, mais elle est violente parce qu'on a la violence présente tout le temps sur nos écrans, à la télé, dans la rue, tu vois ce que je veux dire? C'est comme... je peux comprendre que... Non, juste pour finir, je peux comprendre que certaines personnes disent attendez...
Là, la violence est banalisée. Tout à fait. Mais sauf que... Vas-y. Je trouve que c'est aussi débile que de dire... Non, mais j'espère qu'on va pas se faire shooter du coup, mais je trouve c'est aussi débile que de dire que le fascisme est banalisé sur un film sur Hitler. C'est complètement con. Oui, mais non, je suis pas d'accord avec toi, parce que là c'est un film... Non, mais justement, un film sur le nazisme ne banalisera jamais... Je vais finir ma phrase, ne banalisera jamais le nazisme ou le fascisme, parce que les horreurs, à cause des horreurs qu'ils ont perpétrées. Là, la violence, on peut dire que la violence, elle est banalisée, parce que, l'explication, c'est parce que, comme on l'a dit... C'est du point de vue du Joker. Parce que c'est du point de vue du Joker. Donc, sauf que il y a beaucoup de gens qui vont voir le film et qui vont pas avoir cette réflexion-là. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, en fait. N'empêche que si on faisait un film sur Hitler du point de vue d'Hitler... Ah oui, de ce point de vue-là, totalement banalisé. Totalement. Et c'est logique. Ça serait logique. Qui est vendu comme ça, c'est logique. Et attends, mais j'ai pas de film biographique comme ça. À part La Chute, mais. Non, mais sans parler de Hitler. Ah, de Hitler. Non, ça. James Brown et on banalise l'alcoolisme. Bah ouais, mais le gars, c'est sa biographie, et il est alcoolique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Non, mais totalement. Pour tout ça, pour dire effectivement que ce film... Parce qu'on est quand même à 14 minutes 52. Comme on l'a dit, on l'a déjà dit, cette montée crescendo de la violence, une violence qui est latente, vraiment. C'est que lui, c'est Arthur Fleck. Et on l'oublie. Enfin, c'est génialement fait. Je trouve que le film, il est d'une intelligence totale en termes de mise en scène et de jeu d'acteurs. Parce que j'entendais une émission sur France Inter par rapport aux acteurs et comment on peut considérer qu'un acteur est bon ou mauvais. Est-ce que c'est à cause de lui? Est-ce que c'est le metteur en scène? Est-ce que c'est la manière dont il est dirigé? Fatalement, il y a l'acteur en lui-même, mais aussi la manière dont il est dirigé. Moi, je pense à des grands acteurs. De Niro, par exemple, il a joué dans... Même là, il est bon. Non, mais je parle pas de ce... Oui, non, mais sinon, De Niro, il est extraordinaire. Mais De Niro, il a joué avec Ben Stiller là, dans Mon beau-père et moi. Il joue mal, quoi. Alors que De Niro, pourtant... Si. Je critique pas, je trouve qu'il joue pas bien. Parce qu'il y a le contexte du film, parce qu'il y a le scénario, parce que les autres acteurs ne lui rendent pas l'appareil. Alors que là, on a une performance d'acting de Joaquin Phoenix... Mais pour moi, c'était pas lui, quoi, parce que physiquement, on le reconnaît pas. Je dis pas que c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Il y en a d'autres qui m'ont donné beaucoup plus d'émotions. Il y en a d'autres où je suis ressorti complètement bancal du truc tellement ça m'avait scotché. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est la première fois que, en gros, pendant que je regarde le film, c'est-à-dire que je coupe, je n'entends plus ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, le son se coupait et j'ai été épaté par le jeu d'acteur. Dans sa tête, hein, pas... Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que ça me fait ça, par contre. Ça, c'est clair. Mais c'est-à-dire que j'étais tellement épaté par ce que je voyais, en termes de jeu d'acteur, je parle, que je me disais... Merde, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est-à-dire que moi, j'étais pareil que... Je vois ce que tu veux dire. Même si j'étais pas loin d'être saoulé par la danse. Ah non, moi j'ai kiffé ça. Ah mais moi j'adore, mais... J'ai kiffé ça et je pense qu'on fera une fenêtre aussi pour que je vous dise d'où elle vient cette danse. Ah ouais. Je l'ai lu quelque part et Joaquin Phoenix l'a dit dans une interview. Bah non, tu le diras en spoiler. Je le dirai en spoiler. Mais en spoiler, j'ai pas l'info là. Est-ce qu'on a... Non, juste pour finir, moi c'était les sous-titres, parce qu'on l'a vu en VO STF. Les sous-titres, au bout d'un moment, je les lisais plus. Ah ouais. Parce que... Comme tu dis, la performance d'acteur de Joaquin Phoenix... Il parle très peu. Il parle très peu et il dit souvent la même chose. Hein. Il dit un peu les... C'est pas lui qui parle en fait. C'est pas ce qu'il dit lui qui est intéressant, c'est ce que disent les autres sur lui et de la vie en général. Moi, c'est un film qui m'a scotché. Par contre, ça c'est clair. Totalement. Ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'on en attendait. Et généralement, moi, quand j'attends beaucoup d'un film, généralement, je suis déçu. Pour le coup, c'est logique. Hein. Mais là, pour le coup... Non, je suis pas déçu. Quoi. Et moi, il y a une émotion qui m'a traversé tout le long du film. Par là ça dépendait. J'étais mal à l'aise. Ah oui. Il y avait d'énormes moments, beaucoup de moments dans le film où on a un malaise qui s'installe parce que juste ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la banalisation de la violence. Et puis il y a une sorte de culpabilisation aussi. Hein. Ouais, totalement. Par moment, d'avoir de l'empathie pour le Joker.
Bah c'est ça. C'est carrément ça, c'est ça qui est mal. Ce côté malsain. Mais c'est en ça que le film il est génialement fait aussi, parce que justement on réussit à le sentir ça. On en parlera. Et on l'oublie après. On en parlera en spoiler, mais il y a des trucs, où même après, j'ai des doutes sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. Non, puis au niveau de la mise en scène, le mec fait des plans hyper bien léchés. Le gars a saisi la grandeur du personnage. Ah, totalement. Il fait des plans totalement. mais hyper bien léchés, avec des travelling vraiment tout en douceur, mais grandiose. Il fait des effets de caméra sans grande fioriture, mais qui tapent bien, de la mise en scène simple et efficace. Vous verrez jamais une caméra qui... Voilà, des petits plans séquences par-ci par-là. Franchement, moi j'ai adoré. Et même les seconds rôles sont très très bons. Alors par rapport à la mise en scène, justement, il y a un truc qui m'a... Je sais pas si t'as marqué toi aussi. Je pense qu'on voit plus souvent Arthur Fleck, Joker, de dos que de face. Ah oui. On le voit énormément de dos. Ah, autre petite idée de mise en scène aussi. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois pas avoir entendu de tout le film de bande originale avec des titres des titres de musique lambda. C'était de l'ambiance. Ouais. D'ailleurs, le sound design est juste mortel. Il y a un moment où la première fois qu'il se sert d'un flingue, les bruits de flingue sont énormes. T'as les oreilles l'oreille qui siffle. Ouais, totalement. C'est juste mortel. Ils ont repris d'ailleurs le sound design de ce qu'ils faisaient dans Nolan avec les violons et les cordes qui... Totalement. Pour vraiment rendre la folie. Les violoncelles et les contrebasses qui sont ils ont eu hyper raison de ne pas avoir peur, entre guillemets, de copier ce qu'avait fait Hans Zimmer, il me semble, sur le Dark Knight. Et même s'ils le font un petit peu différemment, mais ça reste là-dessus et franchement c'est top. De tout le film, on n'entend pas de musique, on entend du son. Et la musique arrive avec l'arrivée du Joker. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un côté jouissif. C'est-à-dire que le titre qui arrive, on le connaît, on l'a entendu. Tu l'as en tête, la musique? Non. Et moi, je vais me télécharger Mais je vais l'écouter sur Deezer. Sur Spotify. Sur Deezer, je vais la télécharger. Et l'arrivée du Joker, elle est aussi jouissive pour ça, en fait. On n'a pas eu le droit, contrairement à l'abus qui est fait en ce moment dans tous les films. Genre, ça a été fait avec Suicide Squad. Forcément, j'ai pas d'autres titres en tête. Qui ne booste son nom, Suicide Squad, mais où on use et on abuse des titres connus. Et là, ils ont eu l'intelligence de ne pas le faire jusqu'à l'arrivée du Joker. Et moi, j'ai vraiment pris un pied du coup quand la musique est arrivée. Bah moi, j'ai même pris un pied tout le long du film avec la musique parce que la musique était magnifique. Et je trouve que elle participe du fait qu'on culpabilise parce qu'on nous le rend sympathique. Tout à fait. Personnage. Et je pense que de toute façon, la meilleure des critiques, et je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'on peut faire sur ce film, c'est qu'avant d'être un film de super-héros ou de super-vilain ou de geek, c'est un bon film, point. On a l'impression que par le biais du Joker, Todd Phillips, il veut passer un message par rapport à la société dans laquelle on vit, dans la société occidentale, la société capitaliste qui est depuis 30-40 ans, qui laisse pour compte une partie de la population et qui... La confrontation riche-pauvre. La confrontation riche-pauvre, et je pense que... alors, j'irai pas jusqu'à dire que Todd Phillips, il a pris comme prétexte le Joker pour traiter ce sujet-là, mais il a profité du sujet du Joker pour justement faire une critique, je pense, de la société des laissés pour compte, et spécialement aux États-Unis, parce qu'on a quand même enfin, j'y suis jamais allé, mais l'image qu'on a des États-Unis, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie entre les riches et les pauvres. Le système social n'est pas très performant, et on le voit très bien dans le film. Et puis c'est pareil avec Gotham, je sais pas si on est, je sais pas, genre à Philadelphie ou à Chicago, mais, ça pue ça. Bah totalement. Et je trouve que justement, là, la performance qu'il a, Todd Phillips, avec le choix de la ville dans laquelle il a tourné, je sais pas où il a tourné. Je serais pas étonné que ce soit à Philadelphie, je sais pas pourquoi. L'idée de mise en scène. Alors, ça pour le coup, c'était un peu facile parce que je l'ai vu venir, mais ces marches, quoi. Les marches, quoi. Puis elles ont un rôle important dans les marches qui galèrent à monter au début du film. Pour le descendre avec une telle maestria à la fin, et courir même jusqu'à la fin, parce qu'il fuit quelque chose.
Et c'est magique. Non, c'est marche. Moi, c'est dans tous les films américains, et c'est d'ailleurs particulièrement dans les films américains des années 80, où tu as ce genre de marche. Oui. Et c'est top, quoi, parce que moi, j'ai toujours... Enfin, ça... Moi, de temps en temps, il m'a fait penser à Gainsbourg. Ah bah merci. Ah mais carrément quoi. Ah bah carrément, il y a ce côté avec sa cigarette, ce côté complètement tout. Ah oui, alors par contre, le côté le cinéma sans tabac, vous oubliez direct hein, parce que bah là on est dans les années 80 quoi, tout le film, 80, juste ça clope. Bon, en tout cas, ça clope partout dans les hôpitaux partout. Là, on est à 26 minutes non montées, hein, donc peut-être que ça fera moins, mais on va peut-être arrêter le non spoiler pour passer au spoiler. Mais en gros, tu dirais que c'est quand même carrément bien. Ah, moi, je serais encore plus dithyrambique que ça. J'ai l'habitude parfois, pas souvent, mais de temps en temps, de mettre des petites touches d'exagération. Mais là, ça va s'en être une. On est presque à la fin de l'année 2019. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu en 2019? Bah ouais, mais je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année, quoi. Cette année. Après, peut-être que dans les 5-10 ans, peut-être que il fait partie du top. Alors moi, pour être tout à fait honnête, quand c'est Warner Bros et DC, ce qu'ils font en ce moment, pour moi, c'est de la merde. Aquaman est pas mal quand même. Hein. Je pense que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, non, mais je préfère pas qu'on en parle. non, mais on parle de Star Wars. Warner Bros, certainement pas, certainement pas. On y va, on va le voir. Warner Bros, pour le coup, je trouve que ouais, ils se prennent les pieds dans le tapis. Quand j'ai entendu parler d'histoires hors continuité, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils nous disent DC Universe, paf, mais ils nous pondent que ça va être hors continuité. Franchement, j'avais très peur. Quand j'ai entendu le nom de Joaquin Phoenix, waouh! Là, je me suis dit putain, ça rigole plus, ça va être mortel. Et on ne s'est pas trompé. Ils ne s'y sont pas trompés en tout cas. Bref, en tout cas, oui, on vous conseille infiniment d'aller le voir. Bah, carrément. Je suis effectivement là tout de suite. Il faudrait que j'ai les films sous les yeux pour dire. Mais je suis pas à l'abri de dire que c'est effectivement le film de l'année. C'est juste mortel. Je me suis. Comme on disait en début de vidéo, on ne serait pas étonné que ce film il rafle une grosse partie des prix des festivals aux États-Unis, même en Europe. Je pense qu'à Cannes, c'est un film qui a sa place dans le palmarès de Cannes. En termes de casting ou même la réalisation, etc. Parce qu'en plus, moi je trouve que c'est extraordinaire sa performance à Joaquin Phoenix parce que contrairement à d'autres acteurs qui ont besoin, et je peux tout à fait le comprendre, mais il n'a pas été grimé. Tu vois? C'est pas parce que tu mets du maquillage de non, je suis d'accord. Je veux dire, il a juste perdu. Il a perdu du poids qu'il a repris d'ailleurs. Et je crois qu'il a perdu 25 kilos. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une vraie performance. C'est là la performance qu'elle est là. C'est pareil, son corps pour le coup, il a perdu des kilos, mais il joue avec d'une manière incroyable. C'est magnifique. Je veux dire, les moments où il est torse nu. Et les moments où il est torse nu, où il danse, où il met en tension ses muscles aussi. C'est le bruit du cuir et tout. Ouais. Bref, on vous conseille infiniment d'aller le voir. C'était le premier numéro de Ciné des Manches. Ciné des Manches. Alors là, c'est sans spoiler, mais on va passer à la partie spoiler. Attention, c'est maintenant. Non, mais attends. Donc partie spoiler. Tout de suite, on va commencer par les références. J'avais parlé de Taxi Driver tout à l'heure. Moi, Nicolas, une fois, m'a dit ouais, le maquillage, ça ressemble quand même vachement grave à Marigny. J'ai pas dit ça. Ah, pardon. Attends. Remettons les choses dans leur contexte. Il y a eu tout d'abord, quand la promo a commencé du film, il y a 1 an à peu près, des photos qui sont sorties, des photos du film. Il y a une autre photo qui le montre avant l'arrivée de Murray dans sa loge, de face, donc on voit le maquillage du Joker. Et je t'avais envoyé un message en disant, c'est quand même, il y a un petit peu de, il y a quand même un petit peu du Marigny avec les maquillages sur les yeux, les losanges sur les yeux. Et moi j'avais dit. Ouais, enfin, je pense pas que ce soit une référence appuyée au Batman. Mais ça, moi, ça me fait penser à ça. Je pense que peut-être que si c'en était une, ça serait inconscient de la part de Todd Phillips. Mais mon avis n'est pas très loin de changer, puisque il y a une personne de petite taille dans le. Alors, il est quand même un peu plus grand que ça. Dans le film de Todd Phillips. C'est un personnage dans le Batman de Marigny qui a été donc inventé, si on peut dire, par Marigny. Ce personnage-là, pour avoir un petit peu discuté avec Marigny, il était très content de l'avoir mis en avant dans son Batman. Et là, effectivement, il y a une personne de petite taille dans un nain, quoi. Un nain, oui, voilà, un nain. T'as dit quoi? Dwarf, en anglais, c'est dwarf. Ah bon? Je savais pas. En tout cas, effectivement, il y a
ce personnage-là dedans, alors il est pas maquillé, machin, mais j'avoue que ça m'y a fait penser. C'est ce que tu m'as dit en fait dès le début. Clairement. Tu m'as fait. Et ouais, pour le coup, là j'ai pensé direct. Carrément. Alors que le maquillage, bon, j'y voyais pas forcément une référence, mais là j'avoue que ça plus. Ce personnage, ça fait un peu beaucoup. Plus les clowns aussi, parce que ça à chaque fois il y a des clowns. Parce que le Joker, il déclenche aussi une émeute. Ah ouais, alors ça c'est pareil, on en parle. Une révolution quasiment dans Gotham. Thomas Wayne se présente, donc le père de Bruce, se présente pour être maire de. Bruce. Tu dis Bruce, toi? Moi je dis Bruce, ouais. Non, je dis Bruce Wayne. Et il se présente pour devenir maire de Gotham. Il a une comparaison malheureuse de la population de Gotham. Il les compare à des clowns. Ouais. Du coup, après, les Gothamiens, les Gothamites, c'est Gothamites. C'est Gothamites. Gothamites, il me semble. On va vérifier. C'est ce nom-là qu'il faudrait changer, c'est débile. C'est totalement débile. Les Gothamiens, les habitants de Gotham. Gothamites. Il se déguise en clown pour se révolter contre l'élite riche. Pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, sa maman va lui donc dire que lui révéler qu'il serait le fils de Thomas Wayne. Entre parenthèses, j'ai l'impression d'avoir lu un comics il n'y a pas si longtemps que ça qui disait qu'il était le frère de Bruce Wayne. Oui. C'est dans les New 52. Je crois que c'est un New 52. Je crois que c'est un truc que je t'ai prêté, je crois. C'est pas impossible. Je me demande, c'est pas ça m'a dit quelque chose. Batman la relève à la fin. C'est possible. Ouais. Où il y a une révélation. Et alors. Ah non, c'est pas dans Batman Europa. Non, je crois pas. Enfin bref, toujours est-il que là, on lui révèle effectivement que son père serait Thomas Wayne. Sauf que parallèlement, il apprend qu'il a été réellement adopté. Alors. Non, mais c'est ça que je te disais tout à l'heure, on est d'accord. On est d'accord. Là, alors, attends. Donc, il aurait été adopté. Sa mère lui dit qu'elle a eu une relation avec Thomas Wayne. Thomas Wayne lui dit que c'est pas vrai, quoi. Donc voilà. Il serait le fils caché de Thomas Wayne. Apparemment, il n'en est rien, sauf que bah oui, tu te poses la question constamment si finalement c'est pas Thomas Wayne qui a voulu faire taire le truc. Ouais, qui a falsifié les papiers. Qui a falsifié les papiers. Qui a fait jouer son influence. C'est complètement possible, quoi. Je veux dire, au demeurant, alors justement, en parlant de Thomas Wayne et par rapport à ça, et puis par rapport à tout le rôle qu'il joue dans le Joker, dans le film, là, mais quel salopard! Mais ouais. Moi c'est. Alors là, non, mais je trouve que de la part de Todd Phillips, c'est courageux d'avoir fait de Thomas Wayne un salopard, même si dans certains, je trouve pas que ce soit un salopard. Même si dans certains Batman, il a ce côté un peu arrogant. Il est sur le film, mais il est pas. Je trouve qu'il l'est, quoi. Et je trouve que c'est. Alors, par rapport à Thomas Wayne, maintenant qu'on est sur lui, je trouve que c'est mal choisi de la part de Todd Phillips d'avoir voulu faire de Thomas et de Martha Wayne des personnes. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont 50 balais, quoi. Alors moi déjà, j'ai un problème, c'est que déjà il me semble que c'est un des personnages qu'avait pris Nolan dans la trilogie en fait, qui joue un membre de la police de Gotham en fait. Ouais. Et du coup, moi ça m'a fait hyper bizarre, ça m'a sorti du film de voir ce gars-là jouer Thomas Wayne. Moi pour le coup, le côté salopard, je l'ai pas eu. Le côté arrogant et forcément du coup riche, bah oui forcément, mais j'ai pas eu ce côté arrogant. Ce qui est sûr, c'est que par contre, je trouve qu'il l'a fait intelligemment parce qu'en jouant sur le fil, toi en tant que spectateur, totalement, tu te dis que c'est possible qu'il ait falsifié les documents par contre. Qu'il soit salopard pour le coup. Mais tu peux pas le savoir, tu peux pas l'affirmer, c'est pas possible. Il y a plusieurs choses comme ça dans le film. Mais par exemple, la photo, tu sais à la fin où il voit sa mère jeune avec j'aime ton sourire, TW. Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est sa mère qui l'a marqué parce qu'elle est complètement folle? Et ça aussi, il l'apprend en allant à l'hôpital psychiatrique, à Arkham. Et bah ouais, voilà, je me suis vraiment posé la question plusieurs fois. Il y a une grosse partie du film où on se pose des questions sur la véracité de ce qu'on voit. De quel côté on doit se positionner. Enfin, c'est super bien fait. Parce que justement, plusieurs fois, alors ça, on n'était pas tout à fait d'accord. Par exemple, lui, en tout cas, on nous fait croire qu'il entretient une relation avec une voisine. J'allais dire une réaction. Donc, qu'il entretient une relation avec une voisine. Son prénom, c'est Zoé Betts. C'est ça, ouais.
Donc l'actrice s'appelle Zoé Betts. J'adore cette actrice. Moi, même si elle fait 3 minutes dans un film, je la surkiffe. Je l'avais adorée dans Deadpool et je conspue tous ceux qui disent qu'elle ne fait pas une bonne Domino. J'adore cette fille. Et elle rayonne en plus, je trouve. Comme une roue de vélo, pareil. Elle est nickel. Toujours est-il qu'effectivement, on nous fait croire qu'il a une relation avec cette non, c'est pas qu'on nous fait croire. Enfin, on arrive. Oui, voilà, on a la film, relation. Voilà. Ils ont une relation tous les deux. Et sa mère, à lui, à Arthur Fleck, tombe malade, elle est à l'hôpital, blablabla. Et on les voit ensemble. Et il y a un espèce de twist où, en gros, lui rentre dans la maison, dans l'appartement de Zoé Betts, dont le nom m'échappe. C'est Sophie, je crois, ça s'appelle. Ouais. Et donc, elle le trouve sur le canapé et elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et du coup, tout de suite... Alors du coup, c'est un peu chiant d'ailleurs en VO parce que c'est You. Du coup, tu sais jamais trop. Et moi, là, en l'occurrence, je me suis dit, mais attends, ils ont mal traduit ou c'est quoi c'est ce qu'on a. J'ai eu ce petit doute en fait, du coup. Mais en fait, donc, non. Puisque tout de suite après, en fait, on nous explique par des visuels que quand ils étaient à deux, finalement, ils étaient tout seuls. Et qu'en fait, tout ce côté relationnel avec la voisine, il l'a complètement rêvé. C'était dans sa tête. C'était imaginer, folie. La folie, quoi. Et voilà, vas-y, donne ton avis, moi je l'aurais mis après. Et moi, je disais à Nico que ça, je l'aurais complètement zappé, en fait. Parce que je trouvais que le vous et le vous et vous devriez rentrer chez vous. Ah oui, vous êtes le fils de la voisine, machin. Ça suffisait au fait de la révélation. Je trouvais qu'il était vraiment pas utile de nous prendre par la main et de nous montrer les différents plans. Et alors toi, ton argumentaire... Non, au contraire, moi je dirais que c'était pas superflu parce que on est tout le film... Ton argumentaire n'est pas con du tout. Hein, non, mais tout le long du film, jusqu'à ce moment-là, on est dans la tête, on a le point de vue d'Arthur Fleck. Ouais. Parce qu'il croit vraiment qu'il est avec son amoureuse quelque part. Du coup, et du coup, la révélation du fait au spectateur que c'était que du flan, tout ça, nous remet dans la tête d'Arthur Fleck pour nous faire comprendre que il a compris qu'il avait complètement déraillé et que parce qu'en fait, il rentre dans son appartement de manière illégale, du coup, à la nana, il s'assoit sur son canapé et c'est là il la regarde. Ouais, mais je comprends ça. Et moi, je pense que là, il y a. Mais pour le coup, on continue dans sa tête. Il nous fait comprendre justement qu'il a compris qu'il avait complètement pété les plombs et que c'est tout ce qu'il a vécu avec cette nana. Il l'a totalement fantasmé et c'est sa folie qu'il a. Alors du coup, alors attends, je pense que la folie d'Arthur Fleck, elle ne s'arrête pas là, peut-être. Je pense qu'elle. Non, mais c'est à ce moment-là, quand il est sur le canapé de la nana. Oui, que ça bascule. Ça bascule totalement, quoi. Alors, c'est pas que ça bascule, c'est qu'il prend conscience qu'il est fou. Il y a un truc, il prend conscience qu'il est fou. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure. C'est juste que là, il prenait pas conscience qu'il était fou. Et là, il a pris conscience qu'il était fou et qu'il adorait ça, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui est vrai, ce qui est faux. Que peut-être qu'il y a encore des choses qu'on a vues dans le film qui sont fausses, en fait. Il manque des clés, ouais. Que lui a imaginé ou quoi. Et j'ai... Parce qu'en fait, on sait pas, du coup, c'est comme là, l'histoire de Arthur Fleck sur le canapé de sa prétendue nana, il s'en va de chez elle. Ah oui, ça. On sait pas s'il a tué la mère et la fille. Et là, c'est comme de la mise en scène. C'est ultra intelligent parce que... Du coup, elle lui dit, en gros, substance, maintenant ça suffit, cassez-vous. J'ai une fille, elle dort, cassez-vous. Et il le regarde, il lui fait un geste, genre... ce avec quoi ils ont communiqué finalement au début du film. Elle a peur et le plan d'après c'est lui qui ferme la porte et qui s'en va et on ne saura pas je veux dire, le film est terminé, bouclé, le générique qui tombe, on ne sait pas si elle est morte, si elle l'a tué. Moi je m'attendais vraiment à par exemple quand il est dans la voiture de flic à entendre à la radio on vient de retrouver une mère et sa fille assassinées. Auquel cas on aurait eu la réponse. Pas du tout. Et là rien. Et moi, tu vois, tout à l'heure je disais j'aurais pas regardé. Là moi j'aurais mis. Et pour le coup, j'aurais fait une bêtise de le mettre. T'aurais mis à la radio par exemple. Ça c'est pas con. Oui, mais j'aurais fait une bêtise. Mais je pense que... Parce que je trouve que ce qu'il a fait, c'est encore mieux, quoi. Mais tu crois pas que... Alors, je sais pas si tu... Alors, mais par rapport à cette scène où il sort de l'appartement de la nana, on le voit de dos, qui s'éloigne comme ça.
ça me rappelle furieusement la dernière scène du film, une des dernières scènes du film, quand il sort de la porte et qu'il a ses pas ensanglantés. Et pour moi, il y a un parallèle entre ces deux scènes. De toute façon, il y a beaucoup de parallèles. En tout cas, par rapport au fait qu'on se pose la question de savoir si elle est morte ou pas, cette nana, s'il l'a tuée, il y a Non, mais les plans sont similaires, je suis complètement d'accord avec toi. Et de toute façon, il y a beaucoup de parallèles. On parlait des marches tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Génial. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont mises en scène de manière à ce qu'on comprenne par l'image finalement et par la mise en scène qu'il est complètement décalé de tous, quoi. Rien que ça. Il arrive dans un encadrement de Porsche avec de lumière. Et la logique voudrait que le travelling s'arrête pile poil. Tu vois de quel plan je te parle quand il est au tout début. Chez lui. Quand il va arriver chez lui. Oui. Et du coup, tu t'attends à ce que les trucs s'alignent et que ce soit bien aligné, bien nickel, que les lampes s'alignent, que les Porsche s'alignent, enfin qu'il n'y ait pas de souci. Et au final, ils le sont pas. Ils sont légèrement déréglés. Et moi, ça, alors, sans faire de la symbolique à 2 balles, non, mais je pense que je trouve que c'est vraiment fait exprès. De la même manière. Excuse-moi de te couper, mais il y a un autre plan aussi quand il est chez lui, dans le noir, où tu as justement un travelling avant. Et on est donc. Tout le premier plan est dans l'obscurité. On le voit, lui, dans sa chambre, assis dans la pénombre. Et quand le travelling avance, t'as sur la gauche la lumière bleue de la cuisine qui apparaît. Ouais. Et donc ça fait un décalage parce qu'en fait, je sais pas toi, mais moi j'étais attiré par la cuisine. Ah oui, mais je regardais plus le personnage qui était là. Je regardais... De toute façon, les cadrages sont déséquilibrés. C'est pas de la symbolique à 2 balles, hein, c'est carrément. Il y a plein de choses, et notamment le moment. Donc on vous a dit tout à l'heure qu'il avait un handicap avec son rire, il pouvait pas s'empêcher de rire. Et moi, ça, j'ai trouvé ça juste ouf. En fait, il va voir un stand-up où lui, il va faire du stand-up. Et en fait, il prend des notes sur ce que le mec fait. Du coup, forcément, le mec est en train de jouer un spectacle et du coup, tout le monde rigole. Et en fait, lui, il rigole en décalé. En décalé. C'est-à-dire qu'il rigole parce qu'il ne peut pas s'en empêcher à chaque fois qu'il ne doit pas rigoler. Et dans la mesure où lui, pendant que les autres rigolent, il prend des notes en fait. Du coup, il est complètement en décalage, même dans le rire avec les autres. Ce qui le rend complètement fou. Enfin, je veux dire, à l'image. Tu trouves pas? Si. Ça le visuellement, tu vois que le mec est complètement décalé, mais dans le sens le plus simpliste du terme, quoi. En plus, il passe inaperçu parce qu'il est au milieu de tout le monde. Personne ne le remarque. Mais voilà. En fait, il est là au milieu des spectateurs et il rigole en décalé, comme tu l'as dit, mais personne ne le remarque. Mais c'est ça. Et il y a encore un décalage justement parce que il est laissé pour compte, il est mis à l'écart alors qu'il est quand même au milieu de tout le monde. Il rigole, il a un rire, enfin son rire, pour moi c'est le meilleur rire du Joker qu'un acteur ait pu faire. Parce que c'est un rire impulsif, c'est pas un rire de folie, quoi. C'est surtout ça. Et tout à l'heure je parlais de Taxi Driver, mais forcément que par rapport à la société, on pourrait parler d'Orange Mécanique. Là, pour le coup, c'est vraiment la société qui fait le méchant, finalement. Enfin, qui façonne un diamant brut, quoi. La société fait en sorte que le Joker, enfin que l'Arthur Fleck devienne le Joker, quelque part. Je crois que c'est les ventilos du parking qui sont mis en route, la vache. J'ai cru qu'il y avait une bombe. Mais et oui, non mais voilà. Et alors il y a plein d'autres idées de mise en scène. Par exemple, il y a un moment, alors je l'ai dit en sortant, il y a un effet qui s'appelle au cinéma le travelling compensé. C'est Hitchcock qui l'a inventé. On va le faire maintenant. Alors, allez. Je ne sais pas si c'est Hitchcock qui l'a inventé. C'est lui qui l'a démocratisé, en tout cas qui l'a rendu visible de tous. En gros, c'est un effet où la caméra, comment expliquer? Tu fais un travelling avant et tu dézoomes en même temps. Ce qui fait que du coup, tu compenses la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire que moi du coup je vais pas bouger du tout. Par contre l'arrière va complètement s'expanser en fait. Est-ce que tu comprends? S'expanser. Je ne sais pas si c'est français, mais il rentre en expansion. Ah. Voilà.
Et du coup, l'arrière bouge alors que le personnage devant ne bouge pas. Et c'est ce qui se passe dans le bus. C'est-à-dire que visuellement, on a cette impression de travelling compensé et qui donne une sensation de vertige. Et c'est bien pour ça qu'il a été utilisé dans Vertigo, dans Sueur froide. Et mais dans ce film-là aussi. Et donc dans ce film-là, pour montrer la folie du Joker. Le vertige de la folie. Hein. Et puisque on avance vers lui qui est assis au fond du bus, sauf qu'on a les fenêtres derrière, et du coup, ça fait vraiment un effet très bizarre où derrière ça bouge, mais pas lui, et du coup on a une espèce de faux travelling compensé. C'est-à-dire que même la folie, on se demande si elle est fausse, on se demande si est-ce qu'il est fou lui, ou est-ce que c'est pas tous les autres qui sont fous. Mais ça me rappelle furieusement ce que l'Aliéniste, une vidéo qu'on a fait dans la RDDT dernièrement, mais aussi ce que disait Arthur à Guenièvre dans Kaamelott, quand elle veut jouer la folle Cassandre. Ah oui. Et qu'elle a une coiffure totalement, puis qu'elle marche en crabe. C'est Cassandre. Je croyais que c'était Joker. Et Arthur lui dit, mais d'abord, qu'est-ce que vous en savez que c'est de la folie, ça? Et il la questionne sur l'essence même de la folie. Et est-ce que c'est, enfin, et c'est un peu ça, le fait que, est-ce que c'est le Joker qui est fou, ou nous qui voyons ça, alors que, enfin. En tout cas, lui le pense comme ça. Et puis même les moments inéluctables où tu sais que ça va arriver, c'est un drame de toute façon. On sait que ça va finir mal. Ça va pas se terminer par un happy end, quoi. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Je serais curieux de savoir, alors les gens qui ont vu le film là et qui nous regardent, que vous nous disiez si vous attendiez pas à justement par rapport à ça, le fait qu'on sache que ça va mal se finir, qu'il va buter des gens, machin. Mais... Alors moi je m'attendais pas quand même à ce qu'ils aillent aussi loin. Moi non plus. Parce que moi, là on est dans la partie spoil, on le dit, le fait qu'il bute en direct le présentateur télé, honnêtement, moi je m'y attendais pas. Elle est mortelle cette scène. Je pensais vraiment pas que ça irait. Moi non plus, mais en même temps, quand il l'a fait, ça m'a pas étonné. Non mais elle est hyper choquante par contre. Ah totalement. Parce que je trouve, enfin je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Mais t'imagines être dans la tête de Joaquin Phoenix et de buter Robert De Niro. T'imagines le truc? Puis en plus, il fait bien le mort, hein, Robert De Niro. Je sais pas si. Enfin, non, Joaquin Phoenix dans cette scène-là, il est juste. Bah voilà, cette scène, à mon sens, c'est la scène déjà la plus violente du film. Violente parce qu'elle nous transmet. Mais comme tu dis, ouais, c'est la meilleure. C'est une super scène. Et moi, je pense que c'est une des meilleures scènes du film. Parce qu'elle clôture quelque chose. Elle clôt un truc. Il y a tout le long du film, ça monte crescendo et c'est là que ça se termine. C'est pas après, c'est pas quand il est emmené par les flics, c'est pas quand les clowns le libèrent de la voiture accidentée des flics, c'est pas quand il est dans l'hôpital psychiatrique. Je pense que le film s'arrête là en fait. Mais en fait c'est très bizarre parce qu'on parlait tout à l'heure de malaise, de ce sentiment d'empathie. Mais même là, on se dit que ça peut pas se terminer autrement et que c'est. Non. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et l'empathie, enfin, je veux dire, moi, le début du film, franchement, dans le genre empathie, il est ouf, quoi. C'est-à-dire que le mec se fait rejeter par tout le monde, tout le temps. Il se fait regarder parce que c'est quelqu'un de bizarre. On considère comme un tordu. Il y a ce parallélisme, cette symétrie entre le fait qu'il se fasse railler par tout le monde, moquer par tout le monde et même malmené, maltraité physiquement et psychologiquement. Et c'est ça, par rapport à sa réaction. Cette symétrie qu'il y a, lui il réagit pas en fait. Il réagit toujours avec son rire maladif, son handicap. Et au début du film, on a clairement l'impression qu'il en a rien à battre en fait, ça le fait rire et que. Et puis le fait aussi c'est un peu le fou qui s'assume, quoi. C'est ça, carrément. C'est-à-dire qu'au début, il se cache de rire, il veut pas, et à la fin, au début, il se cache de rire parce que c'est un handicap, donc il veut pas montrer qu'il est malade. Pour revenir à cette scène de chaos, je ferai le parallèle avec Dark Knight Rises. Je suis encore très mitigé sur ce film, en fait. J'avais tellement adoré le Dark Knight que Dark Knight Rises, j'étais un peu resté sur ma faim pour le coup. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que toutes les scènes de soulèvement avec Bane, pour moi, ne valent pas la scène de soulèvement de fin avec le Joker qui sortant de la voiture, se relevant, les gens qui gueulent. Enfin, moi, ça m'a. Waouh. Bah non, parce que justement, je trouve qu'elle avait beaucoup plus d'impact d'envoi. Elle envoyait carrément plus
que la scène avec... ça m'a fait penser à la scène, alors même si ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais je serais vraiment pas étonné que ce soit aussi une référence, même si j'en sais rien du tout, et puis à l'occasion peut-être pas du tout, mais je suis un très grand fan de La Planète des Singes, et il y a un moment donné en fait où César fait un... Alors dans les anciens, hein, oui, surtout, oui, mais où je me demande même si c'est pas le soulèvement de La Planète des Singes, où César fait un discours en fait sur les singes qui sont maltraités par les hommes, voilà quoi. Et donc il fait un discours et du coup voilà, il soulève tout le monde et tout le monde. Et c'est comme ça, c'est le chaos dans la ville, tout ça. Ça m'a fait penser à cette scène-là. Encore une fois, c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais c'était aussi poignant quoi. Et mais le parallèle est ouf en fait. Puis au-delà de tout ça, cette scène du soulèvement où il est sur la voiture, il est surélevé par rapport aux autres, il danse. Ouais. Et alors du coup la danse, il est sur scène. Non mais je ne l'ai pas là, le nom. Ah tu l'as pas maintenant, je l'ai dit tout à l'heure. Okay, pardon, je le mettrai. J'ai retrouvé l'article dans Première, l'article de promo du film Joker, dans lequel est interviewé Joaquin Phoenix, et en fait il nous parle forcément que Todd Phillips a fait appel à un chorégraphe du nom de Michael Arnold qui est venu travailler avec Joaquin Phoenix, et ce chorégraphe lui dit il parle d'un vocabulaire qu'il appelle le vocabulaire de la danse, et Joaquin Phoenix dit mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Ce chorégraphe voulait lui enseigner ce vocabulaire de la danse à Joaquin Phoenix. Ça lui a paru excessif. Pardon. Je vous lis l'article dans lequel j'ai chopé une info qui me paraît intéressante justement. Il a commencé donc Michael Arnold à me parler du vocabulaire de la danse. Il voulait m'enseigner ce vocabulaire, ça me paraissait excessif pour 2 petites scènes de rien du tout, mais il me montrait des vidéos et j'ai complètement flashé sur une d'entre elles, Ray Bolger dans The Old Soft Shoe. Et là, Joaquin Phoenix se dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse dans le film. Vous allez voir, on va mettre le lien de la vidéo qui dure 5 minutes que j'ai chopé, je viens de regarder dans la description. Vous allez voir que c'est, pour ceux qui ont vu le film ou qui vont voir le film, c'est flagrant de ressemblance. Et on sent que Joaquin Phoenix, encore une fois, ça donne encore plus de crédit à sa performance dans ce film. Voilà, je vous fais des bisous. Allez, on retourne à la vidéo. Je te ferai une petite courte... voilà. Non, là, il danse il est comme s'il était sur une scène. Ah oui, non mais complètement. Personnage qui est là, qui est adulé par tout le monde. Enfin, la consécration, on me considère, je suis un vrai comique maintenant, un comédien. On me considère, je suis, voilà, exactement. Donc sa vie est une comédie, voilà, et c'est lui le maître de cérémonie. C'est lui le maître de cérémonie. Mais ouais, non, j'ai vraiment trouvé que la mise en scène était ouf. Je parlais de plans léchés tout à l'heure, enfin les travelling, les plans séquences, la caméra, le moment où juste après avoir tué les 3 mecs dans le métro. Alors c'est pareil, tu vois ça. Alors je pense pas. Mais le coup d'œil qu'il y a avec la fille, je me suis demandé s'il faisait exprès de rire en fait. Ah oui, peut-être que c'était pas maladif, mais que là il a fait exprès. Peut-être qu'après ça devient maladif. Ouais. Mais vu le coup d'œil qu'il a avec la fille, je me suis demandé si le premier rire n'était pas pour attirer l'attention des mecs et permettre à la fille de se barrer quoi. Et il y a comme ça 2-3 moments où ça frôle, je trouve, l'anti-héros en fait. Et c'est ouf d'être resté comme ça. Jusqu'au moment où ça dérape forcément, mais d'être resté comme ça sur le fil, sur beaucoup de situations où on avait de l'empathie et que c'était limite un anti-héros ou en tout cas un faux vilain si on peut dire. Et moi j'ai trouvé ça ouf, toutes ces petites idées de mise en scène sont dingues, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi, je parlais des 3 mecs qu'il a butés. Dans le métro. Oui, c'est ça. Et donc, juste après avoir buté les 3 mecs dans le métro, il arrive, je sais pas, dans des espèces de toilettes ou quoi, il ferme la porte. Ouais. Et la caméra, elle est hyper près de lui. Elle est à ses pieds même. Elle descend jusqu'à... elle descend, elle remonte, elle vient sur lui et tout. Et je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de gros plans de caméra machin. C'est vraiment le seul moment où je me suis dit, la vache, mais attends, mais le réal doit être hyper près du mec, parce que franchement la caméra elle le frôle presque quoi,
Et j'avais trouvé ça juste dingue, quoi. Il y a ce moment aussi de métamorphose où il devient le Joker en mettant la chevelure verte. C'est pareil, ça m'a beaucoup fait rire. Enfin, beaucoup fait rire. C'est vrai que putain, je me suis dit, bah Jules, merde, non, mais tout le monde t'entend. Non, mais il y a un moment, pourquoi ils sont. Ah oui, l'idée de la chaînette. Ah putain, alors, ça, franchement. ça, c'est le petit coup. Nous, c'est mortel parce qu'il y a encore une fois ce moment malaisant, ce moment où tu culpabilises de te marrer pour ça. Ouais. Parce qu'il vient de buter un mec quand même sauvagement. Et. En fait, il reçoit deux de ses anciens collègues, dont un des deux, c'est celui qui l'a fait virer de son boulot. Voilà. Et il arrive tout penaud, donc il les fait rentrer chez lui. Et en fermant la porte, il met la petite chaînette là pour bloquer la porte. Il finit par buter le mec qui l'a trahi, enfin qui lui a fait perdre son boulot. Il reste le nain, le petit bonhomme. Il est trop petit. Il est trop petit pour enlever la chaînette. Et du coup, voilà. Je sais que le scénario a été beaucoup écrit sur place. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui sont de Joaquin Phoenix en fait. Et moi le fait, par exemple, j'ai trouvé ça génial cette scène où du coup lui donc enlève la chaînette et il se barre. Donc ça y est, il se barre, il s'en va, il va être libéré. Et il lui fait peur. Et du coup il se marre de lui avoir fait peur. Et c'est genre, et c'est juste une blague, tu vois. Et ce moment-là, je sais pas par qui ça a été trouvé, mais j'ai trouvé ça... très il aurait pu très bien ne pas le faire, ça aurait passé. Mais voilà. Ça serait passé. Et donc comme ça, pour revenir à ça, le moment où il se maquille et le moment où il se peint l'intérieur, il se métamorphose à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça aussi dans la symbolique très très bon quoi. Bah, il est plus Arthur Fleck, il est totalement, il a sombré totalement dans. Et ouais, le moment où il va jusqu'à l'ascenseur avec la musique, mais c'est mortel quoi. Mais ce passage là, le moment où il descend les escaliers, c'est juste terrible. Enfin franchement. Je suis un peu embêté d'ailleurs que un des inspecteurs ne soit pas le commissaire Gordon. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est un peu bête. En fait, il y a les deux écoles. Il y a les écoles où en fait James Gordon il a grandi en tant que flic à Gotham, et d'autres qui disent qu'il est arrivé sur le tard. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure adaptation d'un comics au cinéma, je pense pour moi que ça reste Sin City, le premier. Ouais. Là, on parle pas d'un film adapté d'un comics, mais en tout cas d'un personnage et d'un univers. Là, en tout cas, celui-là, il est dans le top 3 sans hésiter. Hein. Bah, même, je dirais le premier. Franchement. Parce qu'en fait, je dirais même. Et c'est là où c'est du génie, si on peut dire, c'est que c'est un film qui aurait pu être fait il y a 20 ans. Dans le sens où, pas ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où ils avaient les moyens de le faire il y a 20 ans. Oui. Ah bah oui. Tu vois, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effets spéciaux, ça ne demande pas un truc spécial. Et je pense d'ailleurs que il va ramener un pognon par rapport à l'investissement de malade mental. Et tu me posais la question, du coup, en fin de film, de me dire, est-ce que, du coup, tu crois qu'il va y avoir une suite ou quoi? Je te disais, question rhétorique, je disais, ça sent la suite. Parce que tout porte à croire à la fin du film que l'histoire n'est pas finie, qu'il va y avoir quelque chose, qu'il y a deux éléments. Je me permets de finir ma phrase. Je t'en prie. Il y a deux éléments qui m'ont mis sur la voie, c'est que le premier, c'est le meurtre des Wayne. Bah oui, forcément. Au moment où le Joker est libéré par les autres clowns de la police. Donc ils se font tuer, Bruce Wayne, et on voit à ce moment-là la fameuse image où les parents de Bruce Wayne sont à ses pieds et que lui il est là debout et il pleure. Et donc c'est le premier élément qui me fait dire qu'il va y avoir une suite. Et deuxième élément, c'est quand il s'échappe, enfin quand on présume qu'il va s'échapper de la ville. La naissance de Batman et du Joker. Donc naissance du Batman avec la mort de ses parents et la naissance du Joker. Alors justement ça, non, moi je suis pas d'accord. Non mais t'as le droit de... Non, mais attends, non. Alors, déjà, juste par rapport à la scène justement, pour moi la scène où on le voit dans l'hôpital psychiatrique à la fin, pour moi ça se déroule pas à la fin en fait. Ah oui. Je me posais la question là, si en gros cette scène là c'était pas il y a un moment donné au tout début du film où donc il a été interné en psychiatrie et on lui dit vous savez pourquoi, vous savez ce que vous avez fait là-bas ou un truc dans le genre, et je me demande si c'était pas les conséquences de cette scène là. Donc ça se serait passé avant le film pour moi.
C'est pas pour toi? Non, parce qu'il a tué quand même la nana qui... C'est possible, il l'a tué. Mais... avec les Mais du coup, toi, cette scène-là, ça se passe après. Ça se passe après, ouais. Mais du coup, moi, ça, j'étais pas du tout sûr. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça se passe après, c'est chronologique. Moi, je disais que Todd Phillips et Joaquin Phoenix, même si j'adorerais, mais vraiment, voir ce Joker-là en face de Batman, parce qu'en plus, en ayant une origine historique comme ça, alors après, il faut voir. Ouais, attends. Mais ce que je veux dire, c'est que je serais très curieux de voir ce qu'il donne en face. Et du coup, d'avoir créé comme ça un antagoniste à Batman avec ce background-là, ça pourrait être vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais je disais aussi que moi, à la place de Todd Phillips, je serais bien con d'en faire un deuxième. Quand on fait un film avec ce tel degré de maestria, d'être adulé par la critique et par le public, il faudrait vraiment sacrément être con d'en faire un deuxième au risque de se casser la gueule. Moi, je pense que je pense qu'il serait pas con de le faire une suite. Parce que déjà, ça serait pas forcément une suite, ça serait... Non mais attends, j'adorerais la voir, on est d'accord. Mais je pense que ça serait pas con de le faire, au contraire. Je pense qu'il a tous les ingrédients à la fin du film, et même dans le film, pour... En fait, je pense... ça me fait penser, dans une moindre mesure, et ça n'a pas le même registre du tout, je compare juste la méthode. Ça me fait penser à George Lucas qui a écrit Star Wars et qui en a fait une première trilogie. Il a pris l'histoire en plein milieu parce qu'il avait une histoire tellement grande à raconter qu'il pouvait pas raconter à l'époque avec les effets spéciaux qui étaient les siens dans les années 70, c'était pas possible de le faire, etc. Et je pense que Todd Phillips, il n'a pas qu'écrit l'histoire du Joker qu'on a vu ce soir. Il a écrit toute une histoire, tu crois ? Je pense, je ne sais pas pourquoi, tous les ingrédients qu'il a distillés dans le film, je pense que ça appelle quelque chose d'après ou avant. Par contre, juste pour revenir à ça, moi ce qui m'a gêné en revanche, c'est que on parlait tout à l'heure justement de se poser la question de ce qui était vrai, de ce qui était faux. Est-ce que Thomas Wayne n'aurait pas falsifier les papiers. C'est pas le vrai père d'Arthur Fleck, donc du Joker. Ouais, du coup, moi je me pose d'autant plus la question que quand t'es fou, t'es fou. Tu deviens plus fou d'un seul coup. Et sa mère, dans le... T'as chaud ? Ouais. Moi aussi. Je fais de l'air. Les vitres commencent à s'embuer. Non mais, elle ne montre pas de signe de démence, sa mère. Mais non, puisqu'on est sous le prisme de la folie d'Arthur Fleck. D'accord. C'est une autre forme de folie, ça se trouve. Je veux dire, parce que donc, elle lui faisait subir des sévices quand il était gamin. C'est ce qu'on lui a fait croire. Mais non, mais c'est ce que je te dis, c'est ça. Peut-être que même tout ça, c'est faux, en fait. Et du coup, donc, apparemment, elle faisait preuve de démence et de délire. En tout cas, là, tout le long du film, on la voit donc vieillissante et mal en point. En tout cas, on la voit pas délirante, tu vois, complètement frappée, pas violente, tu vois ce que je veux dire. Donc ça aussi, moi, ça me renforce aussi le fait de se dire, mais merde, peut-être qu'en fait, il a vraiment falsifié les documents, quoi. Je trouve ça aussi très fort de se poser la question, quoi. D'avoir réussi à semer le doute et après la séance se dire, mais merde, en fait, elle était pas folle. Elle était vieillissante, elle était un peu sénile, puis, quoi. En fait, elle était pas. Si on va sur ce chemin-là, en fait, Todd Phillips, il a fait de Thomas Wayne un gros salopard. Et puis surtout le créateur. Et puis le créateur du Joker, qui c'est pas Batman, le créateur du Joker, mais que c'est bien Thomas Wayne. Et alors, quand je dis. Le créateur a plus d'un titre. Ah, et puis alors, moi, j'aurais pas été contre un petit. Merci, Alfred. Parce que. Est-ce que c'est Alfred, le mec Ouais, et je suis déçu du choix de l'acteur. Parce que, alors qu'il aurait suffi de prendre Jeremy Irons. Après, c'est un détail parce que Alfred, on le voit quoi, 1 minute 30 dans le film, et puis les parents Wayne, c'est pareil, on n'avait pas beaucoup. Moi, ça m'a. Et puis, en tout cas, le film, c'est quand même un mix de plein de choses. Tu vois, un drame social. Ouais.
mais en même temps, mais c'est comme on disait tout à l'heure, presque un documentaire sur la folie. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait en début de chronique, c'est que c'est un film qui parle de la société dans laquelle il parle, donc les années 70-80, mais dans laquelle il a été créé aujourd'hui. C'est une critique de la société, donc ça, c'est un drame social, c'est un drame psychologique, c'est un drame même familial. Ah oui, complètement. Et alors, un truc qui me vient, ça n'a rien à voir. Je sais pas toi, mais quand il arrive déguisé en groom dans le Cinoche et qu'on voit les Wayne s'en aller, à ce moment-là, je me suis dit non, il a pas osé, Top Phillips. Je me suis dit, il va faire en sorte que c'est nous montrer que c'est le Joker qui va buter les parents Wayne. Moi j'ai eu peur à la fin. Quand il est en groupe, moi ça m'a pas embêté plus que ça. Soit dans le décor, dans la mise en scène ou dans les acteurs, je le trouvais époustouflant ce film. Franchement. C'est pas du tout le film auquel je m'attendais par rapport à la bande-annonce, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis quand même pas déçu, au contraire. Je suis content de ne pas avoir vu un film auquel je m'attendais. Oui. Définitivement. C'est toujours cool d'être surpris. C'est ça, et c'est carrément ça. J'ai été surpris à quasiment à énormément d'étapes du film, et définitivement le Joker restera un de mes super vilains préférés, si ce n'est mon super vilain préféré. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie, je ne sais pas pourquoi, mais de regarder L'homme qui rit. Le personnage Victor Hugo, c'est un personnage qui a une maladie et qui est bloqué avec un sourire. Il peut pas s'empêcher parce qu'il est bloqué, mais les muscles sont bloqués. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme qui rit. Il est handicapé. Et donc il y a. Ah bah non, mais c'est. Est-ce que tu vois, il faudrait. Mais si, c'est clair. C'est clair que le Joker, de toute façon, le personnage en lui-même, c'est un hommage au personnage de Victor Hugo. Donc c'est quand même beau, je trouve. En tout cas, c'était du bon, du très très bon, et autant vous dire que ce sera pas le cas à chaque numéro. Et une autre chose qui est sûre, qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre ou d'un navet, ça ne reste que notre humble avis. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Allez, ciao, bisous.